Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc, pour ce quatrième webinaire innovant de l'année, donc, qui est consacré aux chiens de protection et plus particulièrement aux règles de base pour qu'ils défendent le troupeau en autonomie dans un contexte de multi-usage. Alors, avec nous pour en parler, donc Barbara Ducreux de l'Institut de l'élevage. Salut Barbara. Bonjour à tous. Et Béatrice Reynaud, donc éleveur et référente du réseau Chiens de protection. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors, le petit point avant de commencer. D'une part, ce webinaire est enregistré, comme à l'accoutumée. Et donc, je vous enverrai le lien dès qu'il sera en ligne, donc sur le site Innovin et sur le site de l'Institut de l'élevage. Et d'autre part, évidemment, nous attendons vos questions. Les webinaires, c'est fait pour ça, hein, c'est des réunions à distance, mais c'est pour dialoguer. Alors, on va commencer avec toi, Barbara, pour une rapide présentation du réseau des chiens de protection. Et puis ensuite, on enchaînera avec Béatrice, vraiment sur des aspects très techniques. À vous. Très bien, merci. Donc effectivement, on va parler aujourd'hui de chiens de protection et des règles de base pour qu'ils défendent le troupeau en autonomie dans un contexte de multi-usage. Alors, je vais vous présenter très rapidement le réseau et j'y reviendrai à la fin. Donc, le réseau a été mis en place en 2018 avec 3 missions principales. La première, c'est d'accompagner techniquement les éleveurs et les bergers ou les futurs éleveurs et les futurs bergers en matière de choix, de mise en place et d'utilisation de chiens de protection des troupeaux. L'objectif est aussi d'améliorer la qualité des chiens de protection, notamment au travers d'une filière nationale multipartenariale que je présenterai aussi tout à l'heure. Et puis, un point aussi important et qui nous mobilise de plus en plus, c'est de sensibiliser les professionnels du tourisme, les médiateurs, les élus locaux au comportement à adopter lors de la rencontre avec des chiens de protection pour qu'eux puissent ensuite transmettre ces bonnes pratiques à tous les usagers, à tous les citoyens aujourd'hui qui peuvent être amenés à rencontrer des chiens de protection depuis les Alpes-Maritimes jusqu'au Finistère. Un point important, on s'appelle le réseau national, mais on intervient sur quasiment toute la France, sauf la zone couverte par la pastorale pyrénéenne, c'est-à-dire les 6 départements qui sont listés, voilà, qui sont des départements historiquement où la pastorale pyrénéenne, qui a une activité identique à la nôtre, intervient. Hop. Alors, le réseau, je le disais, créé depuis 2018. Aujourd'hui, il est constitué d'un peu plus de 40 personnes qu'on appelle des référents, des relais locaux et des recenseurs en fonction de l'activité qu'ils ont dans le réseau. Un point très important, on dit que c'est un réseau par des éleveurs, pour les éleveurs et bergers, puisqu'effectivement, tous les membres du réseau ont comme premier métier d'être éleveurs, bergers, vachers, en tout cas utilisateurs de chiens de protection au travers de leur activité agricole. Et puis, ils vont dédier une petite partie de leur temps à l'accompagnement de leurs collègues. Depuis la création, on a fait à peu près une centaine de formations pour la grande majorité à des publics d'éleveurs et de bergers, et puis un peu plus de 800 accompagnements individuels. On y reviendra aussi par la suite, ça c'est possible grâce au plan Loup. Ce qu'on va vous raconter, notamment ce dont Béatrice va vous parler, c'est issu à la fois de connaissances scientifiques. Alors, il y en a quand même relativement peu sur le chien de protection en particulier. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui se disent sur le chien lui-même, mais sur le chien de protection relativement peu. En tout cas, on a connaissance de tout ce qui se fait. Et puis surtout, des années d'expérience et des centaines maintenant, voire on pourrait même voir des milliers de chiens de protection mis en place. Voilà, sur, comme vous le voyez, hein, différentes espèces, différentes races de chiens. Voilà, on est aujourd'hui sur pas que les ruminants, hein, vous voyez des cochons, vous voyez des chevaux, vous voyez de la volaille. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un partenaire de travail de plus en plus d'éleveurs. Voilà, je laisse la parole à Béatrice pour la partie technique. Oui, bonjour à tous. Donc, les moyens à disposition des éleveurs pour protéger leurs troupeaux contre la prédation. Donc, notamment, le meilleur moyen de protection, c'est le chien de protection. Pourquoi c'est le meilleur moyen de protection? Parce qu'il est présent 24 heures sur 24 et il va réagir automatiquement. Dès qu'il y aura un stimuli.
Mais pour aider les chiens de protection, on a besoin de clôtures adaptées et sur pas mal d'exploitations, c'est quelque chose à bien étudier dès le début. La clôture va contenir le troupeau pour faciliter le travail de protection, limiter les intrusions du prédateur et maintenir le chiot dans une zone à ne pas dépasser, notamment par rapport au multi-usage, quand on a les chiens qui veulent aller plus loin que la zone limitée par la clôture, s'ils commencent à traîner dans le village ou à proximité parce qu'il a senti un renard ou quoi que ce soit, ces gros chiens font peur aux gens et ça devient très vite compliqué, même s'il n'y a pas de morsure. Bien évidemment, la présence humaine. Souvent, les éleveurs se posent la question, bah oui, mais moi, mes bêtes, je ne vais pas les voir tous les jours. Comment je vais faire pour nourrir le chien? À partir du moment où on a des risques de prédation, c'est quand même judicieux d'aller voir ces animaux tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc, on va alimenter le chien et ça sera vite plus une question. Notamment sur les bovins, ils peuvent être dérangés plusieurs fois avant qu'il y ait réellement une prédation dessus. Et donc, si on va voir nos animaux tous les jours, on va vite voir le changement de comportement du bovin et on va peut-être pouvoir améliorer une situation pour éviter la prédation. Et bien évidemment, le chien de conduite est aussi un partenaire essentiel pour maintenir un comportement des animaux par rapport à l'éleveur voilà, docile, pour pouvoir manipuler facilement ces animaux, les regrouper facilement. Donc voilà, avec tous ces 4 catégories, ces 4 trucs, on arrive à avoir un moyen de protection efficace contre les différents prédateurs. Sachez qu'il existe quand même des formations clôture qui peuvent aussi être judicieuses de faire en même temps qu'on se prépare à avoir le chien de protection. Et bien évidemment, depuis longue date, il y a des formations chien de conduite proposées dans toute la France. On va voir que demande-t-on à un chien de protection de troupeau. Donc ça, c'est l'essentiel de ce qu'on va demander. Et c'est bien parce qu'on a préparé et on connaît les objectifs dès le départ qu'on va pouvoir mettre en place un chien dans de bonnes conditions. Donc c'est inspirer confiance au troupeau et le respecter. Donc il faut vraiment que le troupeau accepte ce chien comme faisant partie du groupe social du troupeau. Et il faut que le chien ait envie de vivre en permanence avec ce troupeau. Il faut qu'il les respecte. Les codes canins et les jeux de chiens ne sont pas compatibles avec des volailles, des brebis, éventuellement des chèvres, ainsi de suite. Et donc, il va falloir dès le plus jeune âge qu'il apprenne à ne pas faire ces jeux canins envers ces animaux. On lui demande de respecter l'homme, manipulable par son maître et pas agressif envers l'humain. Donc manipulable par son maître et par toutes les personnes qui vont travailler sur l'exploitation. Hein, il faut le préparer aussi à pouvoir travailler avec un remplaçant. Par exemple, si vous partez une semaine en vacances et que vous avez besoin d'un remplaçant, il faut que la personne puisse attacher le chien s'il y a besoin. S'il y a besoin de le soigner en urgence, il faut qu'il puisse le manipuler, et ainsi de suite. Donc, il va falloir, dès le plus jeune âge, préparer tout ça. Pas agressif avec l'homme, c'est-à-dire que faut l'objectif par rapport à des usagers, tous les gens qui gravitent autour du troupeau, on voudrait avoir un chien indifférent à l'humain. Et ça, on le prépare. Alors, l'aboiement fait partie, bon, je t'ai vu, c'est pas si grave que ça. C'est pas une agression, hein. Mais on veut vraiment un chien qui n'a pas peur de l'humain et qui accepte que, ben oui, il y a des voitures qui passent, il y a des vélos qui passent, et ainsi de suite. Ne pas être dissuasif envers être dissuasif envers les intrus, animaux sauvages et chiens errants. Par contre, ce qui est subtil, c'est que le chien en laisse, on voudrait que puisqu'il est attaché auprès d'un humain, il lui laisse la paix. Bon, ça reste encore quelque chose de difficile, mais on peut quand même préparer son chien à accepter des chiens en laisse assez éloignés du troupeau sans aller vers l'agression.
on parle bien de dissuasion envers les animaux sauvages. On n'est pas sur un chien de chasse aux animaux sauvages. Il le dégage de son espace vital, mais il n'est pas là pour le poursuivre jusqu'à lui donner la mort. Si en le dégageant, il le chope, tant mieux, ça fait un intrus en moins et il n'avait pas qu'à s'approcher autant. Mais ne confondez pas le chien de protection et le chien de chasse à loup. C'est tout à fait ça qu'il faut se mettre en tête. Et on lui demande aussi de présenter un attachement fort au troupeau. Et ça, c'est essentiel. L'attachement au troupeau, c'est vraiment le chien qui va avoir de l'affection pour son troupeau, qui va reconnaître son troupeau comme étant son groupe social et qui n'aura à aucun moment envie de le quitter. Cet attachement, c'est comme une laisse élastique, artificielle, imaginaire, qui va faire que le chien va partir vers l'intrus et au bout d'un moment, il va dire oh, mon troupeau, il est où? Et il va y retourner. Et c'est ce qui va faire la réussite de sa dissuasion, puisque certains prédateurs sont assez performants pour éloigner les chiens de protection du troupeau. Et alors, pendant que d'autres prédateurs vont se servir dans le troupeau. Et donc, on veut que le chien soit toujours en lien avec ce troupeau et travaille toujours par rapport à son troupeau. Voilà pour ça. Donc, comment un canidé devient un chien de protection de troupeau? Donc, c'est un sujet, un chien. C'est un être sociable avec la capacité de s'attacher à n'importe quelle autre espèce si la mise au contact est faite au bon moment et que toutes les conditions sont réunies. Donc, pour illustrer ça, c'est un chien, n'importe quel chien que ce soit. Vous pouvez avoir une portée de caniche, par exemple. S'ils naissent et que l'humain ne le manipule pas, ne le touche pas du tout pendant ces 4 premiers mois, eh bien, ce chien sera complètement associable à l'humain et n'aura pas envie de vivre avec l'humain, alors qu'un caniche, c'est un super chien de compagnie. Et bien là, c'est pareil. Notre chien, dès son plus jeune âge, dans ces 4 premiers mois, on va mettre toutes les conditions pour qu'il apprenne à vivre avec une autre espèce que la sienne. Donc, le comportement naturel d'un chien. C'est un canidé, espèce des canis, comme les autres races de chiens, comme le loup, le renard, le chacal. Avec un certain nombre d'instincts, c'est un comportement inné. Donc, l'instinct de chasse pour se nourrir et assurer sa survie, ça, cet instinct, on va l'inhiber le plus possible. On n'est pas sur un chien de chasse. On ne veut pas qu'il parte après les sangliers, les lièvres ou les chevreuils. Et l'instinct de reproduction pour perpétuer son espèce. Et ça, cet instinct, on va le canaliser. Donc, éventuellement, se poser la question sur si certains chiens, on va les stériliser. Ne garder que les chiens intéressants à la reproduction pour limiter le risque de divagation lié à la reproduction. Et le comportement naturel d'un chien pour faire de la dissuasion, hein, c'est un inconnu s'avance en direction de son espace de sécurité et le chien va réagir par rapport à ça. Donc, il y a un espace de sécurité autour du chien, notamment si on veut l'expliquer par rapport, je reviens sur le chien de compagnie parce que là, tout le monde comprend, même s'il n'en a pas eu. Vous avez votre chien de compagnie, il a une maison, son panier est dans la cuisine et autour de la maison, il y a un jardin. Cet espace de sécurité, selon le tempérament du chien, ça va être que la cuisine, ça va être que son panier, ça peut être la maison plus le jardin. Et en dehors de cet espace de sécurité, c'est l'espace des contacts pour les contacts sociaux, où le chien sera plus dans l'interrogation, voir t'es qui toi, quelle est ton intention. Donc, quand un individu s'avance vers son espace de sécurité, et là, il rentre dans une distance critique, le chien a 2 solutions. La plus économique, surtout si c'est un chien qui n'est pas très sûr de lui, c'est la fuite. Il va aller se cacher. Si vous rentrez dans un jardin, le chien n'est pas très sûr de lui, il va se planquer derrière la maison. Voilà. S'il ne peut pas utiliser la fuite, il va utiliser la dissuasion. Donc, s'il est attaché à une chaîne, à sa niche, par exemple, vous avez dans le périmètre de sa chaîne, il ne peut pas fuir, donc il va utiliser la dissuasion et il va aboyer et il va hérisser le poil pour vous faire partir.
s'il est dans un lieu familier, notamment s'il est dans son jardin ou dans sa maison, ou s'il est proche de son groupe social, notamment le chien de compagnie, la famille part en randonnée, le chien est avec sa famille. S'il y a des intrus qui s'avancent vers lui, il peut réagir et dire « Oh, oh, tu t'approches pas de mon espace de sécurité, moi et autour de ma petite famille de compagnie. » Donc, du coup, on va avoir le même comportement avec le chien, mais par rapport à son troupeau. Et c'est ça qui va faire que le chien aura une dissuasion efficace. Donc, comportement naturel d'un chien, aboiement dès la perception d'un stimuli sonore, olfactif ou visuel, c'est l'alerte. Donc, notamment, on a des chiens qui aboient. Nous, on n'a rien détecté du tout, mais eux, ils ont entendu ou ils ont senti. Hein, et ils se mettent à aboyer. On n'interdit pas à un chien d'aboyer si on ne sait pas pourquoi il aboie. S'il aboie parce que quelqu'un arrive, on va le rassurer et on va lui montrer que l'humain n'est pas un danger. On a notamment des aboiements aussi à la tombée de la nuit, c'est presque un peu des aboiements de marquage pour dire ben, je suis là, dans mon espace vital et je vais être tranquille, quoi. Donc, quand il y a un individu qui s'avance, déplacement vers le stimuli ou l'agresseur, c'est l'interposition. Et là, le chien hérisse le poil, se grandit, enroule la queue sur le dos, il fait de la dissuasion. Agression, si l'élément perturbateur ignore les codes précédents et continue sur sa lancée, c'est l'action. Donc, avec les prédateurs, bien souvent, l'aboiement suffit. Et même parfois, on a même dans l'OMC, là, le trouble de la chasse, ils ont eu des observations où des chiens se sont mis à aboyer pour une raison qui n'avait pas l'air liée à l'avancée du prédateur, mais il y avait un prédateur qui avançait et du coup, le prédateur a fait demi-tour. Ça suffit. L'aboiement, il s'est dit, oula, là, je ne vais pas m'y frotter, je vais ailleurs. L'expression de ces comportements va dépendre notamment de la qualité psychique du chien, assurance, vigilance, discernement et agressivité vis-à-vis du prédateur et du comportement de l'intrus. Donc, plus le chien va être stimulé par le prédateur, plus il va avoir de l'expérience et plus il va être performant. Un chien qui n'a encore jamais vu le prédateur ne sait pas pourquoi il est là. Et il va faire de la situation, bon, il va se rassurer en aboyant après un corbeau qui s'est posé au milieu du champ, en faisant partir un renard, mais c'est vraiment par l'expérience que le chien devient plus performant. Et donc, quand on a de l'humain, notamment du multi-usage, donc l'humain, ça sera quand même un intrus aux yeux du chien, et bien, il va bien falloir que les humains aient un comportement apaisant pour le chien pour signifier que non, je ne suis pas là pour agresser ton troupeau, d'où tout l'intérêt de communiquer avec le multi-usage. Donc, les races de protection, mais ça m'embête, il y a un truc qui s'affiche au milieu de mon machin. Voilà. Comportement d'un canidé comment un canidé devient un chien de protection de troupeau. C'est un patrimoine génétique des races de protection. Donc, on a plus de 50 races dans le monde. Donc, chaque contrée a sa race de protection, hein, en gros. C'est le travail le plus ancien. On a des traces de 700 ans avant Jésus-Christ. Hein. Mais ils ont tous un phénotype commun. Donc, sur la petite photo, vous voyez un chien de taille imposante, de type molosséoïde, les oreilles tombantes et les petits yeux en amande souvent pour rassurer les animaux, et un tempérament nonchalant dans ses déplacements. Dans ses déplacements, le chien, par rapport aux animaux, il baisse la tête, il est plutôt nonchalant. Ça, c'est pour l'aider à se faire accepter. Et voilà, sur les photos là que vous voyez bien cette tête ronde et rassurante pour les animaux et cette taille volumineuse pour être impressionnante. Et après, c'est couplé avec de l'aboiement souvent, hein, des aboiements graves, forts, qui sont impressionnants. Ils ont tous en commun, ces chiens, qu'ils soient à poil long ou à poil ras, qu'ils ont la queue qui s'enroule sur le dos, hein, pour vraiment augmenter la dissuasion.
Les différences entre les races à ce jour, en dehors des quelques références historiques, peu ou pas de références scientifiques en contexte d'élevage français sur le comportement au travail de tous ces types génétiques, ni issus de leur croisement. Au mieux, circulent des expériences d'éleveurs qui ne permettent pas de faire la part entre l'inné et l'acquis. Donc, quand vous choisissez une race de protection, choisissez plutôt un chien qui est de lignée dont les parents ont fait leurs preuves. C'est plus important que d'avoir telle race ou telle race, surtout par rapport à la docilité à l'humain. Ce n'est pas parce qu'un chien il est très démonstratif contre l'humain qui va être performant à la protection. C'est deux comportements complètement séparés. Donc, vous allez pouvoir avoir un chien qui est très mou et peu réactif, mais le jour qu'il y a quelque chose, il est là, il est présent. Et comme il ne s'est pas fatigué à aller courir après les vélos et les bagnoles qui passent devant le parc, eh bien, au moins, il est opérationnel. Donc, vraiment, ce côté qualité des parents, elle compte. Il faut avoir des chiens efficaces au troupeau. Il faut que l'éleveur, le naisseur, si c'est un chien issu de croisement, ben, il est raisonné son accouplement. Ce n'est pas une portée qui est faite au hasard. Il faut que ce soit raisonné, même si c'est des chiens de la même race. Il faut vraiment que le naisseur soit capable de vous dire quelles sont les qualités de la femelle, quelles sont les qualités du mâle et pourquoi il a réussi ça. Et si vous choisissez une race de protection plutôt répandue, où il y a de l'effectif, ben vous aurez plus de choix parce que vous aurez d'autres paramètres plus importants entre la période où vous allez le mettre et ainsi de suite, qu'il ne soit pas trop loin de chez vous, tout ça, donc ils vont être en priorité. Après, soyez certains que vous allez travailler avec ce chien pendant une dizaine d'années. Si vraiment le chien, par exemple, avec un masque noir, ça vous fait peur, et vous ne sentez pas d'en avoir un, ne prenez pas ça. Voilà, c'est tout. Mais prenez une race qui vous plaît, vous allez voir sa tête tous les jours. Mais après, ne vous focalisez pas sur la race, préférez la qualité des parents. Donc voilà, un physique imposant et une voix puissante, des atouts physiques, comportementaux pour faire accepter plus favorablement des herbivores, déplacement nonchalant, aspect juvénile, c'est ce qu'on a vu, un comportement naturel de dissuasion, alerte, interposition, action. Alors là, on va voir les conditions environnementales spécifiques offertes au chiot dès sa naissance. Alors, vous avez un schéma qui vous montre le développement du chiot pendant ses premières semaines. Donc, le chiot, il va naître dans un troupeau, notamment en bâtiment, pour qu'il y ait une ambiance. Et donc, à mesure, donc dès la naissance, l'odorat est développé. Donc, il va sentir l'odeur de sa mère, il va sentir la chaleur de sa mère, il va sentir le contact de ses frères et sœurs. Et l'odorat, et donc du coup avec l'odorat il va sentir aussi l'odeur d'une autre espèce que la sienne. Donc votre chien il peut très bien être né dans des chèvres et travailler plus tard sur des brebis ou inversement, ou sur des vaches ou sur des volailles. Le tout c'est qu'il soit né avec une autre espèce que la sienne. Donc dès la naissance il va commencer à le sentir. Après il aura l'ouverture des yeux, après il y aura l'ouverture du conduit auditif. Il va entendre tous ces bruits, ces façons de communiquer. Et puis, dès qu'il va commencer à grandir, à partir de ces 3 semaines, il va commencer à jouer entre frères et sœurs. Et il va sortir du nid, la case refuge où il y a la mère et c'est chaud. Et il va découvrir les autres animaux. Donc ça, ce qu'on appelle, c'est l'imprégnation au troupeau. Donc, il va apprendre les codes canins avec ses frères et sœurs, avec sa mère. Et en même temps, il va apprendre à communiquer avec une autre espèce qui ne parle pas le même langage, notamment. Voilà, une brebis qui tape du pied, ça veut dire si tu ne t'enlèves pas du milieu, tu vas te prendre un coup de boule, et ainsi de suite. Et du coup, il va apprendre à s'adapter. Donc, ce qui est important, c'est la socialisation du chiot, c'est la communication entre les frères et sœurs. Il est très important de prendre un chiot qui soit né dans une fratrie, pour qu'il apprenne tous ses codes canins.
Donc, il est aussi important d'avoir cette imprégnation forte dès la naissance. Donc, ce chien, il va être que en bâtiment. Il n'y aura pas, ou dans l'enclos qu'on lui a dédié, il n'aura pas la possibilité d'aller divaguer, chercher de la nourriture ailleurs, ou aller courir après les lièvres, ou aller quitter le troupeau, faire des activités avec ses frères et sœurs loin du troupeau. Hein. On est bien d'accord. Et pour avoir une bonne familiarisation à l'humain et à toutes les activités humaines, il va falloir que le naisseur apporte tous ces éléments dans le bâtiment, c'est-à-dire manipuler avec l'homme différents humains, les enfants, les adultes, les hommes qui ont des grosses voix, les femmes qui ont des voix aiguës, ainsi de suite, et à toutes les activités humaines, notamment leur faire rouler une roue de vélo devant eux pour qu'ils voient ce que ça veut dire, voilà, les éveiller, mettre la radio pour qu'ils entendent plein de sons différents, apporter des vêtements avec des odorats différents qu'on accroche un peu plus loin en hauteur pour que le chien n'ait pas que ses éleveurs au niveau odeur, faire péter des sacs en plastique, voilà, plein de petits trucs différents pour, dès le plus jeune âge, que le chien, il a un panel très grand. Ça va lui aider à s'adapter le plus facilement possible et ça va l'aider plus tard à avoir un discernement. Et donc après, des conditions environnementales spécifiques offertes au chiot à partir de son sevrage. C'est à 8 semaines. Donc, sitôt que vous allez introduire le chiot dans son nouveau troupeau, là, il va être tout seul, mais il connaîtra le langage canin très bien. Il va apprendre à échanger avec cette nouvelle espèce, ou son nouveau troupeau, ça peut être la même espèce ou une autre. Donc, on va lui faire une cage refuge pour qu'il ait une sécurité. Et à sa guise, il va commencer à communiquer. L'idéal, c'est de rester encore en bâtiment, puisque un bâtiment, ça fait comme un petit cocon autour, et il n'aura rien d'autre à faire que de communiquer avec sa nouvelle espèce. Et la nouvelle espèce, on n'aura rien d'autre à faire que de découvrir ce chien. Du coup, on va créer un attachement du chiot à ces animaux. Et dès qu'il va avoir les premiers signes il va dormir avec et tout, on va refaire la familiarisation à différents stimuli. On va continuer le travail du naisseur, donc voir des gens différents, connaître des situations différentes. Donc dès qu'il a 2-3 mois dans la bergerie, on va l'éduquer aussi. Donc, on va commencer à lui apprendre le rappel, la marche en laisse, le fait d'être attaché, la montée en voiture. Et dès que le chien va commencer à aller dehors, donc normalement, à ses 4 mois, on peut commencer à le sortir. Et là, on va continuer aussi la familiarisation, on va faire venir les voisins, notamment là sur la petite photo, l'éleveur a fait venir sa petite voisine en vélo, le chiot s'est habitué au vélo, il a senti l'histoire, il est resté proche de ses animaux. Il n'est pas question d'enlever le chiot de son troupeau pour lui apprendre la familiarisation. Ça ne sert à rien de prendre votre chiot et de l'emmener sur le marché pour qu'il voie du monde, puisqu'il est hors situation de travail. Donc là, il va s'habituer à cette situation et il va apprendre à vivre en dehors du troupeau. Donc c'est vraiment les événements extérieurs qui vont arriver chez lui. Et avec tout ça, on va préparer, hop, voilà, donc il y a une communication large garant d'une bonne cohabitation avec les autres usagers de nos campagnes. Donc il y a les panneaux qu'il faut absolument mettre quand vous avez un chien de protection. Il y a des flyers qui peuvent être distribués dans les offices de tourisme que la DDT peut vous dédier. Si vous avez des hébergements à proximité, il faut les mettre en mairie. Et nous, on est aussi là lors des accompagnements techniques pour vous aider à communiquer avec votre entourage. Je crois que voilà. Est-ce que certains d'entre vous, je crois, merci vraiment Béatrice pour toutes ces informations très pratiques. Je crois qu'on a bien compris l'importance des différentes phases. Est-ce que certains d'entre vous voulaient apporter vos témoignages sur vos réussites, mais peut-être aussi sur vos échecs? Il y a beaucoup d'éleveurs autour du fil. Peut-être que certains d'entre vous, et vous avez peut-être des questions sur la phase d'éducation, sur le choix du chiot, etc. Non? Allez-y, levez la main, n'hésitez pas. Vous écrivez dans le chat si vous voulez. Pour le moment, on n'a rien, mais n'hésitez pas.
Non, vous n'avez pas de questions? Oh, ben quand même. Si je peux me permettre, Oui, ah ben c'est bon, il y a eu une question. Mais si, bon, j'ai quand même allez-y. une question de ce que j'ai compris là, de ce que j'ai écouté. Le truc, c'est ça dépend quand même beaucoup. Le départ, il se fait chez le naisseur, en gros, du chiot, non? Pas jusqu'à Oui. ses. Parce que nous, enfin, quand on prend un chien, on le récupère à 3 ou 4 mois, non? Alors, non, on a parlé de 8 semaines. Ah oui, Et pardon. c'est important de le prendre pas trop tard parce que l'imprégnation, elle dure entre 0 et 4 mois. Donc, elle démarre chez le naisseur avec une espèce, un troupeau, mais il va arriver dans un nouveau troupeau. Donc, même s'il naît dans des brebis et que vous avez des brebis, ce n'est pas les mêmes. Donc, il faut absolument, c'est beaucoup plus facile de prendre son chiot à 2 mois parce qu'il est encore beaucoup plus plastique à ce moment-là. Ah oui. Hein. Donc, il y a le travail du naisseur, éventuellement, et tout à fait, parce que si le naisseur n'a pas fait le boulot et que vous avez des chiots sauvages qui vont se cacher, qui ne vous plaisent pas, ne les prenez pas, allez chercher ailleurs. Vous voyez, parce que c'est bien d'avoir au téléphone le naisseur qui vous dit « Ah ben, je fais ceci, je fais cela », mais quand vous allez chercher vos chiots, il faut vraiment que vous voyez que le chiot a vécu tout ça, est bien à l'aise avec ses frères et sœurs, bien à l'aise avec l'humain, bien à l'aise avec l'espèce avec qui il est né. Et là, vous allez le mettre chez vous et vous allez faire le même travail. C'est vraiment la continuité. Et là, vous avez 2 mois qui sont essentiels à réussir. Patrice, il y a Pauline qui pose une question du même ordre, je pense. Un chien peut-il être de tous âges? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le reconvertir au troupeau? Je pense que c'est ça, Pauline, que vous voulez demander. Un chien qui n'aurait pas été dans un troupeau petit, est-ce qu'il peut être reconverti? Je pense que c'est ça la question. Oui, c'est ça, Béatrice. Alors, plus il va être vieux, plus ça sera compliqué. Hein. Et dès qu'on a passé la phase des 8 semaines, on avait vu sur le schéma, vous regarderez plus tard, il y a l'attraction. Au départ, le chiot, il aime tout ce qu'il découvre, c'est super intéressant, même quand c'est pas confortable. Et après, il y a l'aversion. Et plus il va grandir, plus il va avoir peur de la nouveauté. Et donc, si à ce moment-là où il est en forte aversion, vous prenez le chiot et vous changez complètement son environnement, ça peut créer un stress énorme. Donc, c'est beaucoup plus facile de démarrer à 8 semaines. Surtout si votre chiot n'est pas né au troupeau. Mais comme je l'ai dit avant, si vous avez un chiot né au troupeau, ça sera beaucoup plus facile de faire la liaison. Le choc sera beaucoup moins violent pour le chiot. Très bien. Une autre question de Fabien. Est-ce qu'on peut mélanger plusieurs races au sein d'une équipe de chiens? Je ne sais pas comment tu dis. Hein. C'est une équipe, tu dis? D'accord. Est-ce qu'on peut mélanger plusieurs races? Oui, oui, tout à fait. Alors, faut pas non plus, ça n'a pas d'inconvénient, mais il ne faut pas se dire telle race, elle fait ceci, telle race, elle fait cela. Ce qui va faire que votre chien a tel ou tel comportement, ça sera surtout comment vous allez l'élever. Hein, notamment parce que je pense que notamment il y en a beaucoup qui disent le Kangal c'est un chien chasseur qui travaille assez loin du troupeau, largement autour du troupeau. Le Montagne des Pyrénées ou la Bruce, il reste au cœur du troupeau. C'est un petit peu vrai, mais c'est qu'un tout petit peu vrai. Hein. C'est pas la lignée est plus importante que ça et la façon dont vous allez éduquer vos chiots. Et plus vous allez mettre de chiens, par exemple, vous allez avoir 5 chiens dans le même troupeau, c'est sûr qu'ils vont se caler les uns par rapport aux autres parce qu'on les a mis individuellement, ils prennent des décisions seuls. Et du coup, il y en a qui vont préférer rester au cœur du troupeau, il y en a qui vont préférer rester un peu plus en périphérie. Je parle en périphérie, c'est 200-300 mètres, hein, c'est pas à 3 kilomètres, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais donc, vous pouvez mixer les races et vous pouvez vous pouvez rester sur la même race, ça ne va pas comment dire, faire une protection plus faible si vous n'avez qu'une seule race. Voilà. Justement, au sujet des mélanges des chiens, Marie demande est-ce qu'il est préférable d'avoir dans le même troupeau des chiens de différents âges, adultes et jeunes, pour essayer de favoriser l'apprentissage par mimétisme? Alors, alors, je corrige très vite. Le mimétisme, ça apprend qu'à faire des conneries.
c'est parce que si vous avez un chien adulte qui part sur le prédateur en aboyant, il crée de l'excitation. Et le jeune, il va suivre par excitation, il ne va pas suivre parce qu'il aura détecté le prédateur. Si lui, il ne l'a pas détecté, il va suivre bêtement et il va juste s'exciter. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mettre les chiots individuellement à un certain moment pour qu'ils prennent des décisions seuls. Et les premières sorties dehors, l'idéal, c'est qu'ils les fassent seuls pour se faire son expérience. Notamment quand on est près des bâtiments, il va se faire son expérience par rapport à du renard, par rapport à des corbeaux éventuellement, des blaireaux, des sangliers qui tournent autour. Là, il va se faire sa petite expérience. Et puis après, au niveau des âges, il faut peut-être pas trop, pour ceux qui mettent leur premier chien, mettre beaucoup de chiens du même âge tout de suite en même temps, parce qu'il faudra penser au renouvellement. Et après, vous aurez des chiots vieillissants en même temps. Donc, il va falloir penser à la courbe des âges aussi. Donc, c'est comme dans les brebis, pareil. Oui, voilà, comme pour le troupeau. Question au sujet d'autres espèces que les ovins. Marie-France demande, est-ce que les chiens peuvent protéger un troupeau de bovins? Ah ben, sans souci, le chien s'attache très fort aux bovins. Sur le mouton, on a vraiment typiquement une attache qui est sur une ambiance. Le chien, voilà, derrière votre photo, là, le troupeau est bien serré, là, et le chien est dans son coton de mouton, là, il est bien dans son ambiance. Avec le bovin, on a des relations vraiment individuelles parce que c'est aussi le tempérament du bovin. Donc, il a un lien particulier avec chaque individu. Et les bovins ont un lien aussi particulier avec leur chien. Et c'est vrai que des fois, quand le chiot démarre à 6-7 mois, on a presque plus l'impression que c'est les bovins qui protègent le chiot que le chiot qui protège les bovins. Mais c'est épatant le lien qu'il peut y avoir. Par contre, quand vous mettez du bovin, vous allez avoir toute une remise en question sur les clôtures pour pouvoir maintenir le chien dans ces clôtures, surtout toute sa première année. Après, une fois que l'attachement est fort, il y aura une évolution, vous pourrez tester des choses, mais tout au départ, il faut absolument avoir des clôtures étanches pour pas que le chien apprenne à divaguer. Avec un chien bien éduqué, est-ce qu'on peut le changer de troupeau à l'âge de 6 mois? Alors, de troupeaux de la même espèce? Oui, je pense. Oui, Margot, elle est en ovin. Oui. Ouais. Oui. Le chiot, c'est tout ça dans sa mise en place. On va faire attention, on va l'habituer avec un petit lot à lui. Et dès qu'il se sera habitué avec son nouveau troupeau, on va progressivement lui apprendre à aller travailler avec les brebis, avec les béliers, et ainsi de suite. Il faut qu'il soit changeable. Par contre, il n'est pas question de le mettre un jour dans un lot, un jour dans l'autre et un jour. Faut 3 semaines, c'est le lot à protéger. On va le laisser 3 semaines, un mois là. Par exemple, elles vont faire les mises bas, elles vont rentrer en bâtiment, hop, on change de lot. Et ça va bien se faire. Et ça fait partie de son éducation. Ma demande, est-ce que tu as des conseils vraiment particuliers pour le familiariser à l'humain? Des choses très concrètes, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours? Est-ce qu'il faut le caresser, etc. Alors, la caresse, ça ne rend pas le chien forcément plus sociable à l'humain. C'est pas en le caressant régulièrement, notamment les chiens de compagnie, ils sont caressés par plein de monde et ça n'empêche pas qu'il y a des morsures avec le chien de compagnie. Nous, ce qu'on cherche, c'est un chien indifférent à l'humain. Donc, il y a des manipulations à faire régulièrement, toucher le chien, le mettre sur le dos, regarder s'il a mal aux pattes, c'est pour être capable de le soigner. Ça, c'est par rapport à son maître et à toutes les personnes qui vont travailler au troupeau. Pouvoir le soulever aussi. Bon, chiot, on y arrive, plus gros, on y arrive moins. Et après, par rapport aux usagers, au grand public, on va dire, c'est dès le plus jeune âge, on fait rentrer des gens dans le bâtiment ou dans le parc, parce qu'il ne sera plus en bâtiment. On fait rentrer donc on va dire à partir de 4 mois, on fait la phase d'imprégnation comme il faut. On fait rentrer des gens dans le parc, le chien vient les sentir, mais les gens ne caressent pas. C'est justement là, il va sentir la personne, il va l'identifier, il va se rassurer et au bout d'un moment, il va faire le choix de retourner vers ses animaux et la personne va ressortir du parc. Et vous faites ça de façon répétée, avec plein de personnes différentes et vous avez un chien indifférent à l'humain. Juste un complément pour Margot. Ensuite, on va revenir avec Barbara et ensuite, on reviendra à vos questions. Margot demande, est-ce que le chien peut changer de propriétaire?
Oui, le chien peut changer de propriétaire. Parce que si vous l'avez bien familiarisé à l'humain et qu'il a appris à être dirigé, à avoir des gens différents qui vont dans le bâtiment, il peut changer de propriétaire. Mais tout dépend de l'état du chien au moment où on veut le faire changer de propriétaire. Alors, à toi, Barbara, et vous pouvez continuer vos questions et je les reposerai à Béatrice après. Hop, donc je reprends. Alors, hop. Donc, je vais vous présenter rapidement le réseau et l'offre d'accompagnement qu'on propose. Donc, tout d'abord, il y a les formations collectives. Donc, ça, c'est pour tout type de public, hein. Donc, on peut avoir des formations pour les éleveurs, les salariés, les bergers. Et en fait, alors qui durent entre 1 et 2 jours. Pour faire le programme complet, c'est 2 jours. Des fois, pour commencer à s'immerger dans le sujet, on fait une première journée et ensuite, souvent, les stagiaires sont demandeurs d'une deuxième journée. Là, c'est des sujets comme ce que Béatrice a abordé en allant beaucoup plus loin pour vous aider à mieux comprendre le rôle des chiens de protection et puis bien choisir et bien intégrer votre chien dans un premier temps, et puis après vos chiens, puisque très vite, il en faut plusieurs. On a une formation aussi spéciale berger. Là, pour aider les bergers à gérer les chiens de protection dans leur activité, qui est ponctuelle, hein, quelques mois l'été. Et donc, on a 2 supports. Je voyais, il y avait une question sur les soins à apporter. Je vous encourage à aller lire 2 documents qui sont à disposition libre sur Internet. Le guide de l'utilisateur, donc là, c'est plutôt autour de la mise en place des chiens, ou alors le guide qui est sorti l'année dernière à destination des bergers et de leurs employeurs. Et on a toute une partie dédiée aux soins des chiens. On a aussi une formation plutôt aux professionnels du tourisme, pour les professionnels du tourisme, les élus locaux, les médiateurs, les agents de l'OFB, de l'ONF, les parcs. Là, c'est pour expliquer pourquoi les éleveurs ont des chiens de protection et comment on adapte ces pratiques quand le territoire est occupé par des troupeaux protégés par des chiens de protection. Et puis une formation aussi qui est à notre goût pas assez mise en place, mais ça serait pour tous les futurs éleveurs, futurs bergers, sur un jour les sensibiliser à cette question du chien de protection de troupeau. Donc là, c'est la partie formation collective. Ensuite, il y a une partie suivi individuel. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un du réseau qui vient chez vous, vous aider notamment à la mise en place d'un chiot. Donc, tout ça, ça s'articule autour de 4 à 5 visites. Et l'intérêt, c'est même de commencer ce suivi-là avant l'arrivée du chiot. Comme ça, le réseau peut vous aider à trouver en fait un chiot. Béatrice disait effectivement, il y a une question là-dessus, que c'est capital de bien choisir le naisseur et de bien choisir donc son chiot. Vous vous engagez pour 10 ans. Et donc, aujourd'hui, les 40 personnes du réseau ont des liens avec plein d'éleveurs du territoire et donc on peut vous aider à trouver un chiot si vous le souhaitez. Et puis ensuite, c'est des suivis réguliers au moment où arrive le chiot et puis quelques mois après, ça c'est en fonction de vos besoins, du comportement du troupeau, du chien et puis de vos besoins à vous. Et puis après, je suis allée un peu vite, il peut y avoir de l'appui individuel. Donc ça, c'est pour des éleveurs qui auraient déjà des chiens adultes, qui se posent des questions, qui ont envie d'avoir un regard extérieur. Et donc, ça s'appelle l'appui individuel. Et tout ça, le suivi et l'appui, c'est pris en charge à 100% par le plan loup. Donc aujourd'hui, quasiment tous les territoires sont couverts par le plan loup. Donc il faut faire la demande, monter un dossier auprès de votre DDT. Vous avez quelqu'un du réseau qui vous fait un devis. Et donc, vous pouvez vous avancer l'argent, mais vous êtes remboursé à 100%. Un petit point sur la compétence des formateurs. Bon, je pense qu'au vu du discours de Béatrice, on voit toute son expérience, hein. Donc aujourd'hui, tous les membres du réseau, c'est des professionnels du monde agricole, donc des utilisateurs de chiens de protection qu'on a formés en éthologie des animaux de rente, en éthologie canine, aux logiques de communication et de pédagogie. Ils ont aussi leur attestation réglementaire comme la CACED et ils sont aussi formateurs de référents bien-être animal en élevage. Et puis chaque année, le réseau se réunit 3 jours pour faire de l'échange de pratiques. Et puis on a aussi des intervenants extérieurs qui viennent. Et puis on travaille, donc toutes les formations sont mises en place pas directement par l'Institut de l'élevage, mais par les organisations professionnelles agricoles. Alors ça peut être des chambres d'agriculture, des ADR, des CIVAM, des syndicats, des associations d'éleveurs, enfin tout type de formation. Et donc nous, on n'intervient que pour ces structures. Et puis un petit point rapide sur la filière. Donc l'idée, c'est d'améliorer la qualité des chiens de protection, même si la part génétique, on l'a vu, elle est moins importante, beaucoup moins importante que la part environnementale.
N'empêche, plus on aura des chiens faciles à mettre en place, plus ce sera facile pour les éleveurs de les mettre en place. Donc, on a mis en place une démarche, vous voyez, avec tous les partenaires qui sont cités. L'objectif, c'est bien, je vais juste dire le dernier, hein, c'est de valoriser le travail des éleveurs utilisateurs et de faire du chien de protection un sujet technique au même titre que celui des animaux d'élevage, de l'élevage des animaux d'élevage. Donc là, la première étape de la mise en place de cette filière, ça va être le recensement des chiens de protection en activité. Donc, si vous êtes éleveur, vous avez un ou des chiens de protection d'au moins 18 mois pour qu'ils aient atteint une stabilité, quelle que soit leur race, peu importe s'ils sont croisés, quel que soit le système d'élevage, vous pouvez faire recenser vos chiens gratuitement. Donc, vous avez quelqu'un du réseau qui vient. Et qui va collecter différentes données. On n'est pas que sur le nom du chien, le sexe et la race, on va beaucoup plus loin pour arriver à qualifier le chien et puis avoir surtout votre ressenti en tant qu'utilisateur. Est-ce que vous voudriez un chiot de ce chien? Voilà. Est-ce que pour vous, c'est un chien intéressant? Et toutes ces données sont enregistrées dans une base sécurisée. Si ça vous intéresse, vous trouverez sur notre site web des infos sur cette filière. Et puis, si vous voulez mettre en image un peu ce que Béatrice vous a dit, je vous encourage à aller voir le film disponible entièrement gratuitement sur Internet, Rasco et nous. Voilà, c'est un documentaire pédagogique d'un peu plus d'une heure, très beau à voir, il y a de très belles images. Et puis, pour tout type de public, à la fois du public professionnel et à la fois du grand public, pour comprendre qu'aujourd'hui, ces chiens de protection font partie entièrement de notre territoire et que chacun doit adapter ses pratiques pour les respecter et respecter le travail des éleveurs. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous aurez sur notre site web vraiment beaucoup d'informations. Vous trouverez tout ce qu'on fait, parce qu'on met tout entièrement disponible sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées. Si vous avez des demandes spécifiques, moi, je suis aussi à votre entière disposition. Voilà, on peut reprendre la partie questions s'il y en a. Oui, tout à fait. Donc, Aurore, vous avez levé la main. Allez-y, à vous. Oui, bonjour à tous. Je voulais savoir au niveau de l'âge, vous parliez de 8 semaines. Après, personnellement, avec ce que j'ai pu voir avec les chiens de troupeau en estive et au niveau du comportement des chiens, que ce soit protection ou chien de travail, des fois, les mères mettent des limites, surtout au niveau de la morsure, et ça reste intéressant pour éviter aux chiens de travail, de protection, de jouer avec les brebis, par exemple, d'essayer de les pincer ou d'avoir une attitude un peu plus agressive envers l'humain. Qu'est-ce que vous pensez de récupérer un chiot peut-être un peu plus tard pour que la mère permette de mettre les limites? Mais à 8 semaines, elle a déjà mis les limites, la chienne, au chiot. Elle lui a déjà mis l'inhibition de la morsure est acquise et tout ça. Et souvent, on remarque que dès 6 semaines, la chienne délaisse énormément ses chiots et s'en occupe beaucoup moins. Et de 6 à 8 semaines, c'est plus la communication de la fratrie qui prime. Et notamment les jeux sur les chiens, ça arrive plutôt à 6-8 mois. En général, vous prenez votre chiot jusqu'à 6 mois, vous êtes plutôt tranquille par rapport au jeu. Donc, je ne pense pas qu'il y ait non, mais on ne pense pas qu'il y ait de bénéfice à avoir le chiot plus tard. Et plus on le prend jeune, plus il est plastique. Et donc, la mère, elle va protéger le chiot. Un adulte peut empêcher un chien, un jeune, d'embêter une brebis juste parce qu'elle est en train d'agneler et l'adulte, il attend la délivrance et il ne veut pas que le chiot la bouffe en premier. Lui, il respecte la brebis, il attend qu'elle fasse l'agneau. Mais il n'y a que cette phase-là où il peut le recadrer, mais autrement, je ne vois pas. Moi, je pense que c'est plus l'humain qui doit intervenir et c'est beaucoup plus clair parce que le chien, malgré qu'il est en autonomie, il travaille pour faire plaisir à son maître, malgré tout, comme le chien de conduite. D'accord, ok, merci. Pénélope demande est-ce qu'un chien peut changer d'espèce au cours de sa carrière? Elle cite l'exemple, par exemple, de commencer sur les brebis et puis de terminer sur les poules. Ouais. Ah oui, parce que là, ça serait dans le but de le mettre en place chiot sur les brebis et de le mettre plus tard sur les poules pour que. Elle dit que les poules, c'est plus tranquille, en fait, pour finir sa carrière. Ouais, alors après,
il peut changer, un chien peut changer d'espèce. C'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est compliqué pour un chien de changer d'espèce, tout dépend du tempérament du chien. On ne peut pas savoir à l'avance si ça va marcher ou pas marcher. Donc même le propriétaire bon, si c'est la même personne qui est en propriété des deux, elle fait son test, si ça ne marche pas, elle remet dans les brebis. Mais si vous achetez un chien pour aller, par exemple, sur des chèvres alors qu'il est sur du mouton, même que l'éleveur il soit confiant, ça peut, voilà, il faut quand même, dans ces cas-là, avoir au moins un mois d'essai pour voir si ça évolue dans le bon sens. Et suite à ce mois d'essai, donc quand on a fait des changements d'espèce de chiens sur brebis, souvent c'est brebis sur une autre espèce, au total, au bout d'un mois, on se rend compte si c'est faisable ou pas faisable. Il faut quasiment 3 mois pour que le chien soit totalement à l'aise et qu'il ait bien appris tous ces contacts, tous ces langages de la nouvelle espèce. Voilà. Et donc, pour quelqu'un qui veut, j'en profite pour dire que pour quelqu'un qui pense faciliter son travail en prenant un chien sur des brebis et le mettre sur des chèvres en disant, tiens, dans un mois, ça protège, moi, je vous conseille plutôt de prendre un chiot. Parce que si on compte qu'il faut 3 mois, le chiot a déjà, si vous le prenez à 2 mois, il a déjà 5 mois, il est déjà en train d'aboyer, il fait les prémices de prédation, de protection. Si on l'aide avec de la clôture et de la présence humaine, on a très vite un chien à sa main. Et donc, c'est quand même beaucoup plus simple d'intégrer un chiot. Alors, c'est vrai, au vu de la retraite, éventuellement, mais voilà, le plus simple, c'est quand même de le laisser sur la même espèce. Ok, merci beaucoup. Rien, avec plaisir. Toujours dans cette phase d'éducation, là, on te demande comment est testé l'instinct de chasse. Tester, on ne peut pas le tester chiot. À 8 semaines, savoir si... Bon, on va voir s'il est plus actif, s'il a plus envie de... Voilà, s'il est plus nerveux, s'il est plus actif. Et encore des chiens actifs à 8 semaines, des fois, ils sont super calmes à 4 mois. Donc, ça va être difficile. Après, sur les adultes, on a le résultat parce qu'on le sait, parce qu'on voit les chiens travailler et on sait si ils poursuivent. Voilà. S'ils poursuivent, par exemple, moi, souvent, je garde. Quand je garde, des fois, il y a un lièvre qui démarre ou un chevreuil ou quoi. Les chiens, ils partent après, c'est sûr. Sauf qu'ils vont partir pas longtemps. S'ils partent 10 minutes, pas plus, et encore, même c'est même pas 10 minutes, c'est 3 minutes, mais si ça dure pas plus de 10 minutes, c'est pas de la chasse. Si ça dure une demi-heure, voire 3 heures, c'est de la chasse. Sur du chien adulte, voilà. Donc si les adultes font ça, vous avez de fortes chances que les chiots fassent la même chose. Voilà. Bien. Puis demande, quand il y a 2 chiens ou plus sur le même troupeau, est-ce que tu as des conseils à donner? Alors, 2 chiens, alors quel genre de conseils? Il faut individualiser les chiens. Il faut toujours avoir des chiens qui soient bien individualisés, qui travaillent ensemble ou séparés, les faire travailler régulièrement tout seul et régulièrement en groupe, et changer les équipes pour garder une souplesse. Voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance aux tests de comportement qui sont proposés sur les chiens à problème? Ça nous permet de voir s'ils sont réellement très mordeurs, ça c'est sûr. C'est un chien dangereux, s'il sort dangereux dans le chien de comportement, c'est sûr qu'il est dangereux. Mais un chien qui, en comportement, donc c'est fait souvent dans un cabinet vétérinaire et c'est pas forcément en situation de travail. Donc quand c'est fait dans un cabinet vétérinaire et qu'il a une assez bonne note, ça ne veut pas dire qu'au travail, il ne peut pas mordre. Hein. Et après, on peut, à chaque fois qu'on teste un chien, aujourd'hui, à ce moment-là, il n'a pas exprimé le besoin de mordre. À un autre moment, il peut l'exprimer aussi. Après, c'est vraiment l'éleveur qui connaît son chien et d'où l'accompagnement technique, l'appui chien adulte. C'est là que sur 3 visites, un relais local, il peut vraiment vous aider à avoir un regard sur votre chien. D'accord. Donc, la personne qui a posé les questions sur les soins à apporter aux chiens en estive, Barbara vous a renvoyé vers un document. Est-ce que ça suffit ou est-ce que vous voulez des informations? Là, il nous reste quelques minutes. Béatrice, tu veux intervenir sur la question?
sur les soins Oui. à apporter. Ben, Oui. après, alors, en estive, ce qui est important, c'est que les chiens déjà soient manipulables avant de monter en estive. Pour quelqu'un qui est berger, qui se projette d'aller en estive, il faut vraiment qu'il demande à l'éleveur si les chiens sont manipulables et qu'il fasse le point sur les chiens avec l'éleveur, notamment les mettre sur le dos, leur tirer un peu le poil dans les pattes ou au niveau du ventre où c'est sensible, voir s'il est réactif. Après, au niveau des soins, il faut qu'il soit bien vermifugé avant de monter en estive, déparasité, la nourriture de qualité, ça c'est essentiel. Et après, de quoi le désinfecter, avoir une pince à épiler, parce que des fois, ils se mettent des épines entre les pattes. Et en cas de morsure, de toute façon, après, il faut avoir un chien qui soit de morsure par des prédateurs ou entre chiens. Il faut avoir un chien qui soit capable de rester attaché. On le met en retrait, il reste dans un parc isolé, attaché, sans possibilité de le prendre, en attendant que l'éleveur puisse se redescendre pour faire des soins plus approfondis. Voilà. Écoutez, merci. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, Béatrice, pour tes réponses vraiment très, très appréciables. Et merci à Barbara aussi. Donc, le prochain webinaire Innova, c'est mardi prochain, donc sur un sujet très différent, parce que ce sera sur les doux, petites et grandes. Et ensuite, le 10 juin, on a un autre webinaire qui est prévu avec Barbara, mais cette fois-ci sur les chiens de conduite. Voilà, donc nombreux d'entre vous êtes déjà inscrits. Voilà, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.